trois invités avec nous chaque soir pour décrypter les mouvements de la planète marché. Nicolas Brault est avec nous, directeur associé chez Autingre Banque Privée. Bonsoir Nicolas. Bonsoir Grégoire. Merci d'être là. Merci à Florent Martini de nous accompagner également. Bonsoir Florent. Bonsoir Grégoire. Vous êtes gérant chez Amplégest. Avec nous également en plateau Jean-François Robin. Bonsoir Jean-François. Ravi de vous retrouver. Vous êtes directeur de la recherche de Natixis. Le pétrole à la une, donc invité surprise de ce début de deuxième trimestre. Jean-François, j'ai appelé ça le poison d'avril de l'OPEP+. Oui, j'en suis assez fier. On l'apprend, ok. Non mais si, parce que c'est la question en fait. Est-ce que c'est juste une blague qui ne changera pas beaucoup la donne, ou est-ce que ça peut être cette décision de baisse surprise supplémentaire de la production, qui peut trouver des raisons politiques ou géopolitiques ici et là, mais sur le plan macro, est-ce que c'est un poison qui peut, je ne sais pas, se diffuser de manière un peu délétère dans les prochains mois? Alors, je crois que c'est le truc le plus facile quand même à prévoir, c'est le pétrole. Ça va être une ligne, c'est-à-dire que depuis que le ministre de l'énergie nigérian nous a dit que de toute façon pour les producteurs de pétrole réunis en l'OPEP, ce qu'ils voulaient c'était un prix du pétrole autour de 90. Donc en fait leur target elle est là. Donc à chaque fois que l'équilibre entre offre et demande s'éloignera de ça, ils baisseront leur production. Donc vous êtes à peu près sûr que le pétrole il évoluera entre 80 et 90, qu'ils ajusteront leur production de cette façon-là. Donc je crois que c'est pas moi une grosse surprise de voir on avait les prix du pétrole qui baissaient. L'impact du coup macroéconomique de ça, il me semble pas très très clair, c'est pas très évident. Je pense que la façon aussi de dire ça, c'est quand même que la reprise chinoise ne tire pas les prix de l'énergie à la hausse. Donc c'est quand même bien derrière ça ce scénario qu'on avait, c'est-à-dire de se dire en fait c'est quand même plutôt une croissance domestique, pas du tout tirée par les investissements, l'infrastructure, l'immobilier, mais beaucoup plus on se met à consommer en Chine du resto, du service, de l'entertainment. Les résultats des casinos à Macao, c'est plus 300%. Donc voilà, on s'amuse, on en profite. Voilà, c'est le retour des années 30 qu'on espérait pour la France et l'Europe, qu'on n'avait pas vraiment eu. Eux, c'est quand même plus ce côté-là qu'on a. Et donc, ça tire pas vraiment les prix du pétrole à la hausse ou de l'énergie en général. Donc ça, c'est la première chose. Donc je pense que ça, c'est quand même plutôt le signe que la demande qui s'affaiblit en Europe, aux États-Unis, trouve pas son relais en Asie. Et donc, ça fait plutôt baisser les prix. Donc on y réagit par l'effet côté offre. Et puis, la deuxième chose, vous l'avez évoqué en filigrane, je pense quand même, c'est aussi le signe d'un alignement de l'Arabie Saoudite sur la Russie. On avait déjà vu ça avec l'accord de paix, entre guillemets, de rapprochement avec l'Iran sous l'égide de la Chine. Il y a quand même un alignement géopolitique très fort, alors qu'on sait que Biden avait vraiment milité pour justement pas trop faire monter le prix du pétrole. On sait aussi que côté saoudien, on regrette que les Américains n'aient pas profité des prix bas pour racheter et reconstituer leur stock stratégique qu'ils avaient utilisé pour faire baisser les prix. Donc bref, on sent bien que l'alignement américano-saoudien, il est plus là. Donc je pense que l'enseignement macroéconomique, il est assez limité. On va avoir des prix qui seront là. Les enseignements, pour moi, limite, ils sont plus dans un cadre finalement, on voit que ça fait monter Total, mais quelque part, derrière tout ça, comme plus les prix de l'énergie fossile vont monter et plus il y a une incitation encore plus à aller vers de la transition énergétique, vers autre chose. Et donc, je pense que aussi, il y a ça à regarder, quelque part. Macroéconomiquement, l'impact sur les économies, sur la croissance, sur l'inflation, il va être... Ça ne change pas la trajectoire qu'on peut avoir en tête aujourd'hui du ralentissement économique ou de la désinflation, en tout cas de l'inflation globale. Le marché sa lecture tout de suite, c'est de dire les prix de l'énergie montent, ça va faire encore plus de la récession, donc les banques centrales vont s'arrêter encore plus vite, voire vont baisser les taux encore plus rapidement. Bon, cette lecture-là, elle me semble un petit peu rapide quand même. C'est pas parce que les prix du pétrole montent, mais là, encore une fois, la hausse, on va voir combien de temps ça dure, mais que ça reste autour de 85, le prix du baril. De toute façon, c'est ça qu'avait la BCE dans ses comptes, à peu près tout le monde aussi, donc je pense pas que ça change la face du monde. C'est pas un game changer, donc fondamental à ce stade. Quelques commentaires, s'il y a matière, je sais pas, sur la partie pétrolière, effectivement, on voit le secteur qui réagit immédiatement. Florent, secteur évidemment qui a été un des grands leaders de 2022, mais qui était plutôt un secteur en retard quand même depuis le début de l'année. Oui, et d'ailleurs, ce qui est intéressant, c'est que ces secteurs-là cycliques, en dépit des événements qu'on a connus sur les grandes banques qui ont certaines faillites aux États-Unis et le problème de Crédit Suisse en Europe, ces secteurs-là cycliques, ils ont pas mal souffert de ce moment-là, mais ils ne se sont pas complètement retournés. Et donc, c'est intéressant de voir qu'il y a quand même des forces de rappel à certains moments et un intérêt du marché. Après, sur le commentaire plus global, je suis tout à fait d'accord avec Jean-François. Je ne crois pas que
ça change foncièrement la trame de fond sur le fond de l'inflation. Il y avait déjà eu un cut au mois d'octobre qui s'était pas matérialisé très fort dans les chiffres de l'inflation parce qu'on avait déjà des effets de base assez importants à ce moment-là. On arrive sur le pic des effets de base de l'année dernière avec la crise russo-ukrainienne qui avait... Oui, à ces prix-là, c'est encore désinflationniste sur un an, les cours du pétrole. Voilà. Donc je ne crois pas qu'il y ait une conséquence macroéconomique et inflationniste très forte. En revanche, c'est la lecture plus géopolitique qui est un petit peu embêtante. Effectivement, on sentait que la Russie commençait un petit peu à pâtir des prix du pétrole qui étaient assez faibles. Les finances de la Russie, je crois que Poutine l'a admis il n'y a pas très longtemps, étaient un petit peu en difficulté. Donc ça rebat un peu les cartes géopolitiques et je crois que ce risque géopolitique d'un bloc qui se monte à l'Est un petit peu face à l'Occident, ça va rester une petite trame de fond de risque pour les marchés à l'avenir. Nicolas, quelle réaction est-ce que ça appelle de votre côté ? Bon, ça a été super bien résumé. Ouais. Donc, j'ai rien à rajouter. Bon. Mais côté occidental, ça... Juste le côté des décisions d'organisation politique ou pas sur les prix m'incite à être plutôt dans la deuxième partie de ce que Jean-François disait tout à l'heure. On va voir combien de temps ça tient. Et ça dénote une faiblesse probablement plus forte des sous-jacents de la demande que ce qu'on voulait bien croire, et notamment avec le narratif, enfin Jean-François l'a dit, la Chine redémarre, donc le H2 ou la deuxième partie de l'année sera plus inflationniste sur les matières premières. Mais vous dites oui. Moi, j'y croirais quand je le verrai, parce que ça n'est pas, ça n'est pas écrit. D'accord. Donc il y a vraiment une dimension macro intéressante dans cette décision. Je crois que c'est la presse, ça doit être le Wall Street Journal, je crois, je ne veux pas dire de bêtises, qui rapporte qu'un des déclencheurs peut-être de la décision saoudienne de baisser à nouveau la production a été le fait que Biden a repoussé la reconstitution des réserves stratégiques de pétrole aux États-Unis, qui a été quand même bien entamée, et donc en envoyant le message à l'Arabie Saoudite qu'aujourd'hui les États-Unis n'allaient pas acheter plus de pétrole à ce stade. Bon, mais voilà, mais il y a la dimension macro reste pertinente quand même dans la lecture de cette décision. La volonté de l'OPEP d'être de nouveau gendarme du prix du pétrole. Pas du gaz naturel, du pétrole, qui a quand même réussi à rallier les Émirats qui sont à côté, qui ne sont pas historiquement quand même des copains, c'est pas des amis. Bon, il y a un boom économique dans cette région-là, il y a des exigences ou des ambitions de développement qui sont à l'œuvre. Bon, mais ils jouent leur rôle. Voilà. Donc moi, la seule réserve que je mets, c'est d'un point de vue global, ça dénote probablement une faiblesse de la demande. Et les coupes, c'est au mois de mai, non ? Ça doit commencer, oui, à partir du mois de mai, 1er mai. Oui, c'est ça, le marché est un mécanisme d'anticipation. Et puis après, on verra d'ici là comment les... On peut peut-être aussi y voir une lecture, c'est que dans l'OPEP, dans les 1,16, il y a quand même 500 l'Arabie Saoudite, 500 la Russie. Donc entre guillemets, quand on parle d'OPEP+, c'est surtout la Russie et l'Arabie Saoudite qui se mettent d'accord dans ce truc-là. 500 de la Russie qui ont été annoncés en solo, voilà, et prolongés. Mais quand même, dans la cinématique du truc, il y a une lecture que je trouve pas impossible aussi, c'est quand même que la Russie, on a quelques indicateurs de ça, est un peu plus aux abois. Et donc ils ont besoin de prix élevés pour compenser la forte baisse des livraisons de brut. Or, en effet de second tour, plus le prix du pétrole va être élevé et plus les sanctions européennes avec le cap à 60 vont être impactantes. Donc quelque part, il y a aussi ce truc qu'il va falloir voir, c'est dans quelle mesure l'effet prix compense l'effet volume, sachant que ça quelque part, ça rend les sanctions européennes encore un petit peu plus sévères, finalement, paradoxalement. J'ajoute dans le paysage de la géopolitique du pétrole que le yuan est devenu en Russie la première devise d'échange désormais. Le yuan est en train de devenir la monnaie russe. Oui, non, mais voilà, c'est juste pour ajouter effectivement le débouché à l'est. Ça y est, on y va là. Je dirais la fusion, en tout cas la mainmise de la Chine sur la Russie est en place là. Parlons de l'inflation, en parlant de la stratégie de pricing, de prix des entreprises, puisque ça devient le sujet visiblement, et quand je dis ça devient le sujet, pas uniquement pour les analystes ou les gérants d'actifs, qui sont toujours plongés dans ces sujets microéconomiques, non, ça devient un sujet macro pour les banquiers centraux.
qui, par rapport au discours il y a encore quelques mois, ont fait évoluer leur narratif, comme on dit, sur la dynamique observée de l'inflation. On l'a vu coup sur coup, que ce soit Jérôme Powell pour la Fed, Isabelle Schnabel, Christine Lagarde pour la BCE et Fabio Panetta, également membre du directoire de la BCE ce week-end, ou encore Andrew Bailey à la Banque d'Angleterre. Tous mettent le focus, là, depuis quelques jours, quelques semaines, sur la partie de l'inflation qui est tirée par ou la reconstitution des marges des entreprises, ou la volonté d'amener les marges à des niveaux peut-être excessivement élevés. Et cette partie-là est assez nouvelle, en tout cas dans le discours des banquiers centraux. Qu'est-ce que ça vous inspire, Nicolas ? En effet, puisque je ne peux pas cacher que vous m'avez appris cette immixtion des banquiers centraux dans le débat sur les prix pratiqués par les entreprises. Sur l'inflation, ils sont dans leur rôle. Alors, est-ce que ça traduit... Mais il y a un an, le risque, c'était les salaires. Andrew Bailey, à la BBC, suppliait les salariés britanniques de ne pas demander de trop fortes augmentations de salaire. Bon. On s'aperçoit que les salaires comptent pour une partie de l'inflation, mais que les marges aussi. Sur des domaines où je suis peut-être un peu compétent, parce que les banquiers centraux et ce qu'ils disent sur les prix pratiqués par un distributeur ou un vendeur de produits agroalimentaires, enfin, ils ne sont pas à leur place. Hein. Ils ne sont pas à leur place. En tout cas, pour ce qui me concerne dans l'observation qu'on fait des entreprises, le sujet du pricing power, qui était un sujet extrêmement fort au cours de l'année 2022, puisque l'inflation est sortie du chapeau, la guerre en Ukraine a été un catalyseur, et ça se traduit par plein de choses que le consommateur ressent encore, alors qu'un certain nombre d'indicateurs se sont retournés à la baisse, donc seraient plutôt porteurs de moins d'inflation à l'avenir. S'agissant spécifiquement de tout ce qui est food, agroalimentaire, je crois qu'on est en train, ça va être un grand sujet qui va être adressé aux Nestlé, Unilever de ce monde à partir de la semaine prochaine dans la série de publications de résultats. Enfin, on va reparler de microéconomie. C'est la persistance de cette capacité à monter les prix. Officiellement, c'est le mot d'ordre. C'est le mot d'ordre un peu partout. Ça fait quand même un moment qu'on peut douter de la capacité à tenir des hausses de prix et à renouveler des hausses de prix en 2023, alors que déjà dans un nombre significatif de débouchés, de verticaux, d'industries, il n'y a plus d'effet volume. Donc le consommateur a déjà montré qu'il y avait une limite. Il consommait moins. En tout cas, moins en volume. Plus en qualité. Est-ce que ça va durer ? C'est un autre sujet. Donc, soyons clairs, ceux qui ont vraiment du pricing power, pas simplement le mécanisme, je monte mes prix parce que ma matière première monte, qui ont vraiment une capacité à vendre le même produit un peu mieux, mais plus cher, de façon... Là, ils vont être challengés. D'accord. Et le risque est en effet qu'on soit dans peak pricing power. Maintenant. Pas au deuxième semestre. On n'est pas loin d'un point de rupture, là. Peut-être pour certaines industries, disons certains secteurs. Il y a un certain nombre d'indications. Alors, c'est comme le gaz naturel et le ressenti quand on chauffe son intérieur, sa maison ou son appartement. Il y a un certain nombre d'indications, notamment dans le domaine du packaging, donc pour tout ce qui est food packaging, de prix qui baissent, de prix de la pâte à papier. Il y a des indications discrètes de certains managers, pas encore dans des communications officielles, d'un deuxième semestre qui pourrait faire état de zéro effet prix, voire des effets négatifs. Le point que je veux faire, on va voir. Mais c'est clair que c'est un sujet qu'on va observer. Les trimestres précédents, c'était le cas, mais celui-ci et le suivant, avec beaucoup d'attention, parce qu'il y a possiblement un effet d'inflexion sur l'inflation. Et donc, si on rejoint le sujet global macro de l'inflation bien sûr. par le consommateur, au moins, ça sera, dans toute mauvaise nouvelle, il y a une bonne nouvelle, ça sera peut-être porteur d'une inflation plus durablement en tendance baissière au deuxième semestre. D'accord. Mais pour vous, le phénomène de ce qu'on a appelé l'excuseflation ou la greedflation, s'il est légitime à un moment donné, quand l'esprit inflationniste s'empare de nous, après en plus 10, 15 ans plutôt de situation pré-déflationniste pour certaines entreprises ou certains secteurs qu'on cite, ce phénomène-là, il a vocation à s'éteindre, à s'épuiser assez rapidement. Les entreprises, en tant qu'organisation économique rationnelle, vont tout de suite ajuster
le niveau des prix par rapport à une demande qui se serait affaiblie assez nettement. Dans l'alimentaire, c'est spectaculaire. Hein. Quand on regarde les graphes quand même de la consommation et des dépenses de consommation alimentaire en Europe, en France, en Allemagne, le plongeon est quand même spectaculaire. Hein. J'ai essayé de répondre clairement. D'abord, je pense profondément que le consommateur, où qu'il soit, quel que soit le produit, il vote avec ses pieds. Hein. Personne ne l'oblige à acheter tel ou tel produit. Il fait des arbitrages. C'est ça qui est très difficile pour beaucoup d'acteurs économiques, c'est d'avoir un temps presque d'avance, en tout cas être connecté avec les arbitrages que fait le consommateur. Ensuite, le sujet du pricing power a été abusé. Il y a des secteurs sur lesquels il y a un vrai pricing power. Bon, voilà, le luxe. Oui. Mais elle n'a pas tant que ça. Non. 3. Pour le monde économique, le sujet du retour de l'inflation est une bonne nouvelle. C'est une bonne nouvelle. Donc oui, il y a probablement des comportements abusifs, mais ils vont être corrigés dans le temps. Mais c'est une bonne nouvelle. On a connu 20 ans de déflation, 20 ans de baisse des prix. Et un manager, on se le dit souvent, un dirigeant de boîte, il a moins de difficultés à gérer des hausses de salaire, des hausses de coûts et retranscrire ça que l'inverse, que le seul qui se dérobe, tant qu'il y a de la demande. Maintenant, c'est la demande qui va rééquilibrer ça. Donc, non, il ne faut pas avoir une lecture trop négative. En revanche, c'est un sujet pour la microéconomie, c'est un sujet d'observation effectivement très sensible. C'est un laboratoire très intéressant. Pricing power, ça vous dit quelque chose chez Amplegest, bien sûr, Florent? Non, mais qu'est-ce qu'on peut dire justement dans des secteurs, alors avec des chaînes de valeur qui peuvent être très longues, hein. Est-ce qu'il y a déjà des parties de chaînes de valeur où le pricing power est déjà limité, amputé, contraint? Ça s'est déjà vu aux dernières publications du T4. Je vous en parlais la dernière fois, mais des titres comme Procter & Gamble ou Colgate-Palmolive, ils ont fait des warnings en termes de pricing. Donc ils avaient une croissance organique qui était positive, mais une croissance organique de volume qui était très négative. Quand on fait du -8 sur certaines divisions sur Procter & Gamble, c'est quand même assez énorme. Et ça veut dire que le consommateur, il réagit plus de la même manière aux hausses de prix comme il l'a fait tout le long de l'année 2022. Donc, et de toute façon, le marché, il s'y trompe pas. La séquence qui est très intéressante sur le mois de mars, c'est que on a commencé à repricer des difficultés économiques. On est passé d'un no landing de nouveau à plutôt un soft landing. Et dans cette phase-là de marché, on pouvait se dire que des valeurs très défensives, donc de ce type-là, qui avaient très bien résisté de tout le long de 2022, qui étaient un peu des stars de 2022, des PepsiCo, des Procter & Gamble. Plus cher que les GAFAM, hein. Plus cher que les GAFAM. Plus cher que les GAFAM. 2 fois plus cher qu'un Alphabet, par exemple. On pouvait se dire que dans cet environnement-là, des valeurs comme ça allaient surperformer, allaient offrir une protection à l'investisseur. Ça ne s'est pas vu tant que ça, finalement. C'est-à-dire que le marché, il s'est concentré plutôt sur des valeurs de grande qualité et qui avaient un véritable pricing power. Le luxe, certaines valeurs de technologie, certaines valeurs industrielles dans l'optimisation opérationnelle, dans la transition énergétique, qui, elles, ont un vrai pricing power parce que il n'y a pas le choix pour les entreprises que d'optimiser leur chaîne opérationnelle et d'accélérer sur la transition énergétique. Donc, le marché a déjà commencé à faire le tri entre ceux qui ont du vrai pricing power structurel et ceux qui ont profité d'une conjoncture, de ce que j'appelle l'esprit inflationniste qu'on n'avait plus connu depuis trop longtemps. Vous avez des secteurs comme les utilities, la santé, vous vous dites dans des périodes comme ça, c'est des titres qui vont vous offrir de la protection, qui vont surperformer. Bon, elles ont moins baissé que le marché les jours où ça a tapé fort, mais derrière, ça n'a pas du tout pris le rebond. Je comprends. Donc le marché a voté. Voilà. Et aujourd'hui, ce que le marché favorise, c'est vraiment ces valeurs de grande qualité qui ont un véritable pricing power. Et en termes de stratégie prix, là, pour revenir, alors pourquoi est-ce qu'on parle des industries de l'agroalimentaire? Parce que dans la consommation, c'est ce qui se voit le plus, quand même, avec une fréquence d'achat très répétée et des hausses de prix quand même encore à 2 chiffres sur un an pour la consommation alimentaire. La prochaine étape, ça va être qui va commencer le premier à baisser ses prix, et ensuite, c'est la course à la baisse des prix qui reprend. Vous m'en parliez, vous me l'appreniez avant l'émission, c'est qu'il y a certains retailers en Suède qui ont
commencé à baisser leurs prix, donc c'est bien. Là aussi, on a vu des chutes de vente au détail spectaculaires. Voilà, et ce qui est intéressant, c'est la désynchronisation des impacts inflationnistes à travers le monde. Il y a un décalage dans les zones mondiales, et donc la Suède, c'est vrai, a été un des premiers touchés fortement par l'inflation. Donc on voit qu'il commence à y avoir des vrais impacts, et donc probablement que ça va suivre sur les autres pays. Sur le plan macro et dans la tête d'un décideur de politique monétaire, Jean-François, comment est-ce que cette situation résonne? Encore une fois, par rapport à un focus qui était très important sur la question des salaires, on voit que le discours évolue. Fabio Panetta, économiste, membre du directoire de la BCE, donc dans un article relaté sous forme d'interview au New York Times ce week-end. Alors, s'inquiète de la dynamique des marges dans la dynamique d'inflation. Il s'inquiète également du facteur de persistance de l'inflation que ça peut générer. C'est-à-dire qu'il y voit un risque d'inflation, c'est une chose, ça on le constate tous aujourd'hui, mais un risque de persistance de l'inflation. Cette inflation tirée par les marges des entreprises. Oui, il y a danger, mais moi j'y crois pas. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, il y a deux choses qu'on constate. La première, c'est quand même, quand on regarde les ventes au détail, on est sous la moyenne de long terme. Quand on regarde la consommation... En Europe. Mais aux États-Unis, on va retrouver la même chose. On parlait, on a des Walmart qui licencient, etc. Donc, McDo même. McDo, etc. Donc, quand on regarde aujourd'hui les ventes au détail, quand on regarde la consommation en Europe ou en France, que ce soit au dernier trimestre, au mois de décembre ou au mois de janvier, on a une consommation qui est en baisse. C'est la première chose. La deuxième chose, de l'autre côté, vous avez des marges des entreprises qui remontent. C'est un niveau record des profits aux États-Unis. On n'a jamais vu ça. Dans l'histoire statistique, il n'y a jamais eu autant de profitabilité dans la part des entreprises américaines. Et donc, comment ça s'explique? C'est que d'un côté, vous avez les prix des intrants, quand on regarde dans les enquêtes PPI, etc., les prix des intrants qui s'écroulent, les prix de l'énergie, de l'électricité, du gaz qui rebaissent, etc., donc les prix des intrants qui s'écroulent, et les prix à la consommation qui montent. Donc, qu'est-ce qui se passe? Si on essaie de réunir tout ça, vous avez bien des entreprises qui transmettent dans les prix qui, à part la hausse des prix, augmentent leur profitabilité. Oui. Donc, elles profitent un peu de ça. Oui, elles augmentent leur prix au-delà de la seule hausse des coûts d'entrant. On peut le comprendre. Typiquement, si vous regardez les prix en France, en mars, vous avez le prix de l'alimentation, on va dire, plus 15%. Vous regardez les profits du secteur de l'alimentation, plus 15%. Donc, vous avez bien cette idée-là. En revanche, ce qu'il faut quand même, c'est regarder un peu ce qui s'est passé derrière, où c'est quand même tout un secteur qui a vu ses marges complètement comprimées et qui a plutôt, par le biais des marges comprimées, a pas trop fait passer aux consommateurs les prix. Donc là, c'est un peu la revenge, quoi, du côté des entreprises. Comment ça peut évoluer dans le futur? Vous avez une consommation qui baisse, des profits qui montent, parce que les prix montent. Comment ça peut se résoudre, ça? Soit... Et là, on parle au côté banque centrale. Soit ça veut dire qu'il faut que les salaires accélèrent pour pouvoir se permettre d'acheter des prix et des biens et services plus chers. Or, c'est pas ce qu'on voit. Quand on regarde le wage tracker de la BCE, on est plutôt autour de 4,5 face à une inflation qui est plutôt à 7,8 en moyenne. Donc même si ça baisse, tout ça va un peu dans le même sens et on voit plutôt les négociations salariales qui se réduisent. Donc quand même, à la fin, soit les salaires remontent, soit les prix baissent. Oui. Et donc, vu la tête de la consommation qui baisse aujourd'hui, moi je suis plutôt de l'avis de dire que, à mon avis, dans les négos, dans les clauses de revoyure du mois de juin après le mois de mars, on va plutôt voir des prix qui vont se calmer et si on veut que la consommation tienne. Donc je crois plutôt à la deuxième école que cette profil, il a raison, Panetta, aujourd'hui, c'est ce qui explique la majorité, la plus grande, quand on décompose l'inflation, la plus grande part. Ça vient des comportements de marge. Mais je ne pense pas que ce soit durable face à une consommation qui baisse. Or, si on a des croissances et une récession aux US, etc., je ne vois pas comment ils vont pouvoir continuer à faire passer... Pour vous, c'est une question de séquence. Il n'y a pas de doute sur le fait que les entreprises répercuteront à la baisse, dans les prix finaux, la baisse des coûts des intrants qu'elles ont déjà ils vont encaissés. Faire face à des consommateurs qui votent avec leurs pieds. C'est l'effet Pigou, là aussi. On parlait de l'épargne, mais il y a un effet Pigou, voter avec ses pieds. Et donc, effectivement, je suis complètement d'accord avec ça. Si le consommateur ne suit pas, il va bien falloir revenir à la raison. Vous avez une mode de beurre qui est passée de 2,99 à 3,99. Les gens vont sur du beurre, marque du distributeur, etc. Et donc, à un moment ou à un autre, vous êtes obligé de vous réaligner. Je me dis juste, et c'est sans doute pas le rôle d'un banquier central et de Fabio Panetta, mais à mettre en avant ce discours de l'inflation par les marges, ça renforce encore l'argument de ceux qui demandent justement des hausses de salaire bien plus élevées. C'est-à-dire que c'est aussi prendre un risque du point de vue d'une banque centrale. Ce qui l'inquiète, c'est justement que finalement ça entraîne une boucle prix-salaire qu'il ne voit pas. Et là, du coup, ce serait un petit peu la préoccupation d'un banquier central. C'est de ce point de vue-là qu'il arrive. Mais si on y pense et qu'on regarde ça avec un petit peu de recul, c'est quand même assez dingue que la Banque centrale aujourd'hui va continuer à monter ses taux
pour tuer une consommation qui est déjà en baisse, pour que les entreprises arrêtent de répercuter ça dans les prix. Donc en fait, c'est un effet de second tour. Mais encore une fois, la Banque centrale est en train de combattre une guerre qui n'est pas celle-là, quoi. Donc c'est quand même assez... Ça peut nécessiter une forme de micromanagement, je ne sais pas, Non, mais moi je crois justement au marché. Par les prix, parce que encore une fois, une consommation qui baisse, vous n'allez pas avoir pas la capacité à faire passer ça dans les prix bien longtemps. Regardez Tesla. Alors aussi, il y a aussi Tesla qui se voulait du luxe, puis d'un coup, plus il produit de voitures, plus il devient un voiturier classique. Mais quand même, Tesla, qui était en train de monter ses prix de $8 000, bah, il les a vite fait baisser. Pourquoi ? Parce qu'il y a de la compétition, parce que le consommateur ne suit plus. Donc je crois qu'à la fin, les prix des biens vont baisser très nettement. Là où il y a de la concurrence. Bah, les prix des biens vont baisser. Aujourd'hui, ce qui monte, c'est les prix de l'alimentation, les prix des services. Mais les prix des biens, ça fait aucun doute. Quand vos intrants baissent, que vos consommateurs ne suivent pas, ça va s'ajuster. Hein. Grégoire, il y a de la concurrence. Il y a des ententes de temps en temps. Il y a des accords de circonstances. Mais enfin, l'OPEP le fait. Ils ont le droit aussi de j'espère qu'en Europe, il y a de la concurrence. C'est quand même le mantra politique de l'Europe depuis des années. Donc j'espère que la concurrence va jouer son rôle. Financier, des cours de bourse. Ah, ça. Chose à laquelle sont les dirigeants d'entreprises et les CEO dirigeants des entreprises cotées sont souvent sensibles ou très sensibles. Florent l'a dit tout à l'heure, le marché ne s'y trompe pas. Quelle est la boîte qui a relevé ses prix avec des effets volumes qui sont très faibles, dont le cours de bourse a beaucoup monté? On regarde les volumes. On sait très bien qu'une hausse de prix, ça peut être contre-productif. Ça va une fois, ça va deux fois, ça va pas trois fois. Donc, les entreprises, par ailleurs, fort de cet effet d'aubaine qui vient d'être décrit, alors on va dire que dans 2022, qui a été une série de mauvaises nouvelles, il y a des bonnes nouvelles, des effets d'aubaine. Mais elles investissent pour le futur. Il y en a combien qui disent « mais moi, il faut que j'emploie, et il faut que je trouve... parce que le sujet de la guerre des talents, de la pénurie de main-d'œuvre, c'est dans beaucoup de secteurs, beaucoup d'entreprises. Et puis, il faut que je remette du CAPEX, ici ou là, puisque je n'ai jamais touché à mes budgets d'innovation. Puis, voilà, il faut mettre du charbon. Donc, sur les effets de marge... Alors, on a des banquiers centraux maintenant qui vont s'inquiéter parce qu'elles sont trop bonnes. Et puis, on a ceux comme Morgan Stanley ou d'autres qui nous disent depuis un an, mais ça va être la catastrophe en marge à cause de l'inflation et des coûts et puis des salaires. Calmons-nous. Les entreprises font un travail d'ajustement qui, globalement, et puis après, il y a toujours les exceptions dont on peut parler, qui est remarquable. Et dans ce monde difficile, alors je vais être complètement binaire, mais... On est avec des obligations. L'année dernière, en obligations souveraines, on perd 18%. Les 5 années avant, on ne gagne rien. Et cette année, on a des accidents où ? Sur des titres obligataires. C'est simpliste, c'est caricatural. Donc, néanmoins, le message de fond, c'est que cette inflation, ce n'est pas l'ennemi du chef d'entreprise. Non, et ce n'est pas l'ennemi des actions. Ouais. Et si ça va trop vite, trop fort, ça va se corriger. Ouais. Parce qu'il y a de la concurrence. Ça va très vite. L'exemple de Tesla est très parlant. Ça va très vite. Hein. BYD, il était là avant-hier. On le regardait un peu moins. J'ai juste en tête, ça m'a... Début mars, le patron de Lufthansa. Non, mais j'ai trouvé ça tellement emblématique. Vous avez été choqué. Ouais, choquant. Le gars reçoit 10 milliards d'aides publiques quand même pour pas sombrer pendant le Covid. Réunion devant les analystes financiers début mars. On lui dit, ça y est, la demande est normalisée. Et même au-delà de vos niveaux d'avant-crise, ça repart. Vous allez remonter vos capacités. Ah non, je peux, mais je le ferai pas. Parce que moi, mon yield management, la hausse de mes tarifs sur un vol aujourd'hui, la rentabilité d'un seul vol, elle est bien meilleure si je ne monte pas mes capacités. Et donc, je vais, pendant très longtemps, plusieurs années peut-être, rechigner à normaliser mes capacités de vol. Alors évidemment, devant les analystes financiers, ça fait un tabac, mais bon. Pas sûr. Et même pas sûr, alors. Pas sûr. Oui, mais parce que là, il va perdre des parts de marché parce que des acteurs vont venir s'engouffrer là-dedans en disant, moi, je suis capable de faire... Enfin voilà, encore une fois, je suis assez d'accord. Là. Ryanair, ils sont revenus à 125% de capacité par rapport au... Bien sûr, voilà. Donc, les acteurs qui vont se engouffrer là-dedans. Stress bancaire, rapidement, on suit le dossier jour après jour. Aujourd'hui est une journée relativement calme de ce point de vue-là. Alors je ne sais pas, commentaire. On est sorti de la tempête ou des risques de grosses tempêtes. On est encore potentiellement dans l'œil du cyclone, la zone un peu calme avec la tempête autour. Florent ? Moi, j'aimerais bien revenir sur le comportement des investisseurs sur le mois de mars.
Il y a une séance qui m'a beaucoup marqué, c'est le lundi qui a suivi le mariage entre Crédit Suisse et UBS, où les valeurs bancaires justement ont ouvert en très forte baisse. Et ce qui était interprété en début de séance comme une très mauvaise nouvelle parce qu'on sauvait dans l'urgence une banque systémique, parce qu'on avait rincé les porteurs d'obligations AT1, ça a fini par être interprété comme une bonne nouvelle et il y a eu un renversement extrêmement fort du marché. Et je crois que ce type de mouvement-là n'est jamais anecdotique. Il faut toujours les observer avec grande attention. C'est des séances clés. C'est souvent des séances clés et ça montre que le marché n'a pas été stressé, a vu ce moment-là comme une opportunité. Et l'enseignement que je fais de ce comportement-là, c'est que je crois que si, évidemment, on parle toujours, toutes choses étant égales par ailleurs, s'il n'y a pas d'aggravation sur le front de la crise bancaire, je crois que cet événement-là a renforcé l'hypothèse de hausse sur les marchés. Alors pour plusieurs raisons, je crois que ça va prolonger un petit peu le sentiment de scepticisme qui était déjà présent depuis un moment chez les investisseurs, ce qui veut dire qu'ils vont rester probablement protégés, qu'ils vont continuer à avoir des ratios de couverture élevés. Et on sait que les marchés aussi, ils se nourrissent de ce scepticisme-là pour poursuivre leur hausse. Je crois que ça a mis en lumière le fait qu'il y a la réapparition du put de banque centrale qu'on avait un petit peu oublié, parce que bon an mal an, ils ont quand même montré qu'ils pouvaient intervenir de manière massive et extrêmement rapide de nouveau, et ça faisait longtemps qu'on les avait pas vus intervenir comme ça. Et puis je crois que, comme tout bon marché haussier, on a besoin de nouvelles histoires, de nouveaux narratifs pour que l'investisseur fasse de nouveaux choix, fasse des arbitrages et de nouvelles idées, de nouvelles pistes de réflexion. Donc voilà, globalement, moi, ce qui m'a frappé, c'est que j'ai été surpris par la résilience du marché. Mais finalement, ce que j'en sors, c'est que... Alors, je crois que le parcours va être un petit peu plus chaotique et moins linéaire que ce qu'on avait prévu, parce que, comme tout séisme, probablement qu'il y a des secousses en retard qui arrivent. Mais je crois que globalement, on peut être constructif sur les prochaines semaines. Ça a été un stress test validé d'une certaine manière. Carrément, mais qui a même peut-être renforcé un peu le potentiel haussier des marchés. Je crois que ça conforte beaucoup d'investisseurs dans leur scepticisme. Et quand les gens ne sont pas investis et sont sceptiques, c'est là que ça monte. Nicolas, on ne s'est pas vu depuis les événements bancaires du mois de mars. Je suis très aligné avec ce qui vient d'être dit. C'est pas la grande tempête. On ne réfléchit pas, mais le marché nous dit des choses. Cette résilience, on a eu un événement de crédit tel qu'il était décrit par un certain nombre de prévisionnistes ou de stratèges. Qu'est-ce qui pourrait faire qu'on aille capituler ? Un bel événement de crédit. Là, on en a eu deux. Alors, c'est peut-être Bear Stearns. Au moins, tous ceux qui ont connu... il y a beaucoup de ceux qui ont la séquence, vécu 2008 se souviennent, 1er mars et puis octobre. Puis même Northern Rock, Bank Run, automne 2007. Si c'est pas Bear Stearns et que c'est LTCM, c'était quoi, 98, non 2000, 2000, je crois. Non, avant, je crois. LTCM peut-être avant fin 80. Dirait un de ses observateurs, toujours intéressant à lire, soit c'est l'un, on va faire des nouveaux plus bas, soit c'est l'autre, on va chercher des nouveaux plus hauts. Une Europe. Soit je suis très positif, soit je suis très négatif. Non mais, puisqu'il faut commenter l'actualité, un événement comme ça, qui touche à la fois le système bancaire américain, c'est beaucoup plus complexe. Moi, je retiens aussi qu'on a sauvé SVB. Ils ont sauvé SVB parce que c'est la tech. Puis tous les partis sont soutenus par un baron. Bref. Oui, il y avait un sujet systémique quand même derrière SVB. Oui. Pour un écosystème tech, si. Sûrement les spécialistes bancaires le disent. Et en Europe, même si Crédit Suisse, fallait vraiment pas avoir regardé le système bancaire pour pas être un peu méfiant sur Crédit Suisse, mais ça a été réglé avec une rapidité brutale. Mais c'est remarquable. Et puis, ceux qui stressaient, ils stressaient déjà d'ailleurs. Ils ont le temps de revendre, mais le marché qui résiste comme ça, c'est l'Europe qui résiste. Moi, on est investi dans les sociétés européennes parce qu'elles sont globales. Soyons clairs. Mon positionnement, en tout cas, c'est rarement parce que on adore le marché domestique français. C'est souvent le plus compliqué, même d'ailleurs, dans les industries agroalimentaires, spirituelles. C'est le plus compliqué. Ça fait 20 ans que ça dure.
Mais globalement, le système a tenu. Et on surperforme l'Amérique. Il y a des surprises depuis quelques mois. Celle-là, on n'a pas connu ça depuis... ça fait plusieurs trimestres. 10 ans, plusieurs trimestres que ça dure. L'Europe surperforme les États-Unis de façon un peu persistante. Dans les surprises plus récentes et dans l'autre sens, on a beaucoup parlé de la Chine, la réouverture depuis mi-décembre. Il y a eu beaucoup d'inflows et d'entrées de liquidités, d'investissements dans le monde émergent et sur la Chine en particulier. Pour l'instant, en termes de performance, c'est pas tellement au rendez-vous. En fait, la meilleure façon d'avoir joué la Chine, de la jouer demain, on va voir. C'est toujours facile de parler du passé. C'était d'acheter des boîtes européennes et américaines qui sont présentes en Chine. Donc le luxe. Le luxe, oui. Ou L'Oréal, qui fait bientôt un plus haut. Incroyable. C'est incroyable. On peut être positif sur tout ça. On fait le malin sur rien. Mais c'est notable. C'est incroyable. Alors bien sûr, après, on met ça sur le dos. Mais puisque les marchés ne baissent pas, voilà ce qu'on entend. C'est un peu préoccupant, ça, ce qu'on entend depuis une semaine. Puisque les marchés ne baissent pas tel que c'était prévu au premier trimestre, alors ça veut dire que là, il faut être vraiment défensif. Enfin, les valeurs défensives, elles ont parfois fait un beau parcours. Voilà. Déjà. Puis c'est pour ça que ça s'arrête. Il faut don't fight the trend. Avant, c'était don't fight the Fed. Il faut se méfier de ça. Parce que la Fed a quand même donne l'impression mais le marché est fort. Avec un quart d'heure de retard, quand même. Le marché... Est-ce qu'il va falloir... Tiens, je change de sujet. Pardon, messieurs. Est-ce qu'il va falloir, au lieu d'acheter la dernière hausse des taux, télégraphié de mai, c'est ça, mai, non normalement, il faut l'acheter, le cycle est fini. Est-ce qu'il ne va pas falloir le vendre La vendre, parce que le marché aura déjà fait l'anticipation d'un sujet. Ou changer de stratégie, peut-être. Changer de stratégie. Oui, voilà. Oui, non, effectivement. Jean-François, un mot quand même de l'impact potentiel de ces tensions bancaires. Est-ce que, entre le credit crunch généralisé en mode falaise, tout s'arrête du jour au lendemain, et un truc un peu lent, diffus, qui viendrait d'ailleurs peut-être en soutien de la politique monétaire ou des objectifs recherchés par la politique monétaire américaine, ou est-ce qu'aujourd'hui on peut mettre le curseur ? Si on essaie de... Alors oui, on ne va pas revenir sur le fait que le marché achète que c'est fini, il n'y a pas d'indicateur de stress. Ouais, même la dette bancaire a vachement remonté, etc. Plus 10 en Europe, aux États-Unis, on voit des inflows sur les petites télé-regional banks, etc. Donc voilà, on a l'impression que c'est terminé. Si on essaie de se prendre un regard un petit peu macro sur tout ça, la première chose, je pense, c'est quand même de regarder des choses, pour moi, très différenciées entre les États-Unis et Europe, pour revenir sur ce qui vient d'être dit. Encore une fois, sur les 4000 banques américaines, il y en a 14 BAL 3, en Europe, 2200. Donc voilà, il n'y a pas une journée sans qu'on ait un contrôle, on est tous très contrôlés pour finalement, encore une fois, il y a eu un PET en Suisse et un PET aux US, enfin 3 aux US, il n'y en a pas eu trop en Europe, quoi. Donc finalement, il y a un truc très différencié. Et donc qu'est-ce qui risque de se passer quand même ? Je pense que c'est quand même un petit peu différent entre les États-Unis, où la Banque centrale américaine, c'est le retour du put, de Greenspan put, c'est peut-être un Jalen, Jérôme Yellen put qui est en train d'arriver. Qu'est-ce que ça veut dire ? C'est quand même que le bilan de la Fed a arrêté de baisser, et déjà il baissait 2 fois moins vite que celui de la BCE, et là non seulement il a arrêté de baisser, mais il remonte. Que je suis assez d'accord aussi de dire que c'est quand même tout ce qu'on a vu, les fuites des petites vers les grosses banques, des fuites vers les money market funds, ça fragilise quand même les banques régionales. Aujourd'hui, qui va aller mettre tout son dépôt sur une petite banque ? Peut-être Doug qui est copain avec son voisin qui est lui-même président de sa banque locale et qui ne veut plus entendre parler des grosses, mais quand même, il y a un sentiment de changement de paradigme aux US avec une banque centrale qui avait sans doute pas besoin de ça, mais ça lui sert encore plus d'une excuse pour baisser ses taux, ou en tout cas d'arrêter de les monter, de bientôt les baisser. En Europe, c'est complètement différent. Finalement, le secteur bancaire n'a pas trop bougé. Non. Le bilan de la Fed, la BCE n'a pas été engagé là-dedans. Donc en fait, on revient plutôt à une normalisation du bilan qui va continuer assez vite. On retrouve une dynamique d'inflation très différente. Donc la BCE va redélivrer, je pense, en mai 25 ou 50, mais monte, alors que la Fed est très proche de la fin. Donc on se retrouve vers un monde de bilan de banque centrale très différencié, là aussi, à l'image des secteurs. D'où l'euro. D'où l'euro, plus fort sans doute. On dit que ça recrée un écart. Là, oui, ça doit repartir vers 1,15 pour nous, l'euro, dans ces contextes-là. On place ça, plus la facture énergétique qui plombait la balance courante, qui est en train de se renverser. On retrouve des balances courantes positives en Europe, excédentaires. Bon, tout ça, c'est plutôt favorable à l'euro. Un mot rapide pour conclure, Florence, sur ce qui a changé dans la dynamique de marché.
le retour du Nasdaq ou des grandes tech américaines. Je disais qu'on était revenu à un niveau de concentration très important avec moins d'une dizaine de valeurs peut-être américaines qui font la performance des indices désormais depuis le début de l'année. Oui, alors ça, c'est pas très gênant parce que ça a fait la hausse du Nasdaq pendant des années. Ouais. Quand même. C'est pas hyper gênant. Maintenant, quand même, il y a beaucoup plus de participation qu'à un moment donné sur le secteur tech. Ça s'est beaucoup amélioré. Il y a certaines valeurs d'hypercroissance. Alors, attention, parce qu'on est toujours dans un cycle de hausse des taux, etc. Donc, il y a toujours de l'inflation, donc il faut faire attention. Il y a pas mal de valeurs d'hypercroissance qui commencent à montrer des signaux de force assez marqués. Vous avez des valeurs autour du e-commerce qui s'était fait massacrer l'année dernière. Mercado Libre, par exemple, qui est sorti. Vous avez des valeurs autour de toute la thématique de l'intelligence artificielle qui, avec tout le buzz de ChatGPT, évidemment, commence à montrer des signaux de force assez marqués. Donc, il y a effectivement, les grandes il y a d'autres relais là. Les grandes valeurs ont été moteurs, et elles ont entraîné avec elles d'autres valeurs d'hypercroissance qui, voilà, comme je disais, ont été massacrées l'année dernière. Et aujourd'hui, ce qui a changé quand même par rapport à il y a quelques mois, et ça fait un moment qu'on en discute ensemble, c'est qu'aujourd'hui, le secteur de la tech est leader aux États-Unis. Ouais. Et ça faisait 1 an et demi que c'était plus le cas. Voilà. Ben voilà, le mois de mars quand même laissera quelques marques effectivement dans les marchés, quand bien même les indices actions sont quasi au plus haut historique, peut-être même pour les indices européens. Le CAC est autour des 7350 points ce soir en clôture. Merci beaucoup messieurs, merci d'avoir été les invités de Planète Marché ce soir. Florent Martini, Amplégest, Nicolas Brault, Autingre Banque Privée et Jean-François Robin, Natixis.